En ma qualité de président de l'association Agir, association indépendante qui a vocation à regrouper des personnes de sensibilités diverses, nous avons organisé depuis déjà 4 ans des conférences sur des thématiques politiques, économiques, internationales, sociales, voire philosophiques. Nous avons l'idée de mouvementer le débat sur ces sujets pour redonner à la politique ses lettres de noblesse. Écoutez, je vais donc avec beaucoup de plaisir improviser quelques mots. Tout d'abord pour féliciter l'association Agir, son conseil d'administration, son président Philippe Berche, d'organiser de telles réunions qui mobilisent autant de monde sur un thème au cœur de l'actualité et de nos préoccupations, un thème majeur. Ce soir, nous avons choisi d'aborder la thématique de l'islam radical, de Daesh. Daesh, compte tenu d'une actualité qui est brûlante. Vous les avez vus, les derniers événements au Pakistan et en Australie sont dramatiques. Les décapitations qui sont intervenues par l'État islamique nous créent énormément d'inquiétudes en Europe et dans le monde. Et c'est une des raisons d'actualité qui nous a conduit à demander à Frédéric Ancel de participer à ce débat passionnant. Des associations citoyennes qui parlent de politique, du politique, c'est important. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de thématiques aussi brûlantes, qui nous concernent tous, telles que l'islamisme radical, et ses sources, ses développements contemporains au Moyen-Orient, mais aussi malheureusement en France. Cette déchirure a pris une tournure quand même nouvelle dans sa vigueur et dans son caractère meurtrier. Nous ne tolérerons pas. L'emploi par vous, dictateur dégoûtant, Bachar el-Assad, l'emploi d'armes prohibées, et qu'un an plus tard, Obama a dit rien, ou presque, c'est une catastrophe. C'est un dévoiement de la puissance. Qu'il n'y a ni amalgame ni complaisance à entretenir vis-à-vis de l'islamisme radical, que c'est un véritable fléau qui touche d'ailleurs avant tout les musulmans eux-mêmes, dont ils sont les premières victimes. On l'a vu il y a encore quelques jours au Pakistan. Pas de complaisance, bien évidemment, parce qu'il s'agit d'un nouveau totalitarisme, on le voit bien en Irak, parfaitement effrayant. A priori, la charia est très strictement appliquée. Bon, alors ça signifie que, vous savez, la charia, c'est un peu, on dit tout et n'importe quoi dessus. C'est un ensemble, c'est un dispositif juridique, religieusement juridique, qui est censé établir la vérité en termes de mœurs. Alors donc oui, il y a un ministère de l'Agriculture et de la Pêche, peut-être pas, mais les femmes n'y sont plus. Ah, bon, alors c'est déjà un petit peu différent. On a réussi jusqu'à présent à endiguer ou à confiner, d'un point de vue militaire, l'État islamique en Irak et dans l'est de la Syrie, mais on ne pourra pas le détruire sans aller au sol. Or, on n'ira pas au sol, on ne veut pas. Donc c'est une situation qui peut durer très longtemps, très très longtemps. Et surtout, ça ne suffirait pas. C'est des gens remarquablement brillants, ils sont courageux, ils sont efficaces. On le voit au Mali tous les jours, ça, je peux vous le dire de très bonnes sources. Ils sont formidables. Ouais, enfin, d'accord, ils sont quelques centaines, quelques milliers. Face à l'État islamique, l'État islamique c'est quoi? C'est 15, 20 000 bons hommes, 20 000 combattants. C'est pas énorme, mais c'est beaucoup plus que ce qu'on pourrait mettre. Et puis j'ajouterais peut-être en troisième point, les grandes déchirures, 3 déchirures qui concernent aujourd'hui le monde arabo-musulman et le monde arabe en particulier. La balkanisation de beaucoup d'États arabes d'abord. Troisième phénomène qui touche cette région, c'est une autre déchirure, c'est la déchirure entre chiites et sunnites. Or, ce qui est intéressant, c'est que c'est un phénomène d'instrumentalisation du religieux au profit du politique. C'est pas nouveau, on l'a vu chez nous en Europe et en France en particulier, au XVIe quand même, et au XVIIe. Bon, donc, si vous voulez, l'instrumentalisation du religieux au profit du politique, c'est l'une des réalités géopolitiques les plus anciennes au monde. Mais ce qui n'est pas le cas d'Al-Qaïda, comme je vous le disais. Al-Qaïda n'a pas vocation à ressembler à un État, absolument pas. Pas beaucoup de temps pour... mais si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas tout à l'heure. Je me pose la question si parmi certains États intervenants, il n'y en a pas qui jouent double jeu et qui peut-être aident indirectement l'État islamique. Merci, c'est 2 bonnes questions. D'abord, les institutions... on va dire, les plus matérielles, les plus habituelles dans un État ont été maintenues. Il n'y avait pas eu jusqu'à présent de géopolitique du printemps arabe. Il y avait eu des livres dessus, des livres d'enquête de très grands professeurs comme Gilles Kepel ou Jean-Pierre Filiu. Mais la géopolitique, c'est-à-dire l'étude des représentations, des rapports de force, de la géographie de ce mouvement, pas encore, à mon sens en tout cas. Voilà. Donc je tenais à le faire, c'est très important. Après tout, le printemps arabe reste et doit rester dans nos bouches, dans nos interprétations le printemps, même si parfois il a tourné vinaigre, et même si il n'a pas encore donné 4 ans après il n'a pas fourni tous les fruits que l'espérance première avait pu laisser croire. Nous voulons comprendre
Mais nous ne voulons pas perdre l'espoir. L'espoir que des justes luttent pour que la tolérance et la paix dans le monde triomphent un jour de cette barbarie. Chacune de nos conférences est généralement suivie d'un dîner, parfois avec des actions caritatives. Et ce soir, nous avons la chance de retenir une centaine de couverts ici au Palm Beach à Cannes pour un dîner partagé entre amis.